Merci Daniel pour cette introduction. Bonjour à tous. Euh, Effectivement, vous ne tracassez pas, mes enfants sont à l'école, donc tout va bien jusqu'à maintenant. Et donc on va commencer par la. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie les conteneurs dans un monde digital. Et donc à l'agenda aujourd'hui, je vais d'abord revenir sur la présentation qu'est-ce qu'un conteneur, les nouvelles possibilités qu'ils apportent et un conteneur, en fait, c'est quoi? Ça regroupe le code et toutes les dépendances d'une application afin qu'elles exécutent rapidement et de manière fiable d'un environnement à un autre. Donc ici déjà, c'est la définition de Docker. Donc ici déjà, on attaque un élément très important, c'est la portabilité des containers dans l'environnement à un autre, d'un host, d'un hardware vers un autre, etc. Donc ça, je suis sûr, c'est déjà des slides que vous avez dû voir à gauche ou à droite, peu importe, mais c'est juste pour rappeler un peu les bases. Donc, anciennement, c'est une comparaison entre les machines virtuelles et les containers, mais donc sur les machines virtuelles, bien sûr, nous avons toujours besoin du compute, du storage et de la partie réseau, etc. Sur laquelle on va installer un hyperviseur. Ça peut être du VMware, du KVM, peu importe. Et ensuite, on va installer alors les images de type operating system, Windows, Linux ou autre. Et après, on va pouvoir installer les applications et leurs dépendances. Tandis qu'à droite, on a les containers. On a toujours bien sûr besoin de l'infrastructure de base, le compute, le storage et le réseau, sur lequel on va installer un operating system. On installe ensuite un container engine qui lui va permettre de tourner en fait des dockers, des containers. Et la différence alors avec les dockers, c'est que les dockers n'embarquent plus un operating system, ce qui les rend beaucoup plus légers et ils embarquent seulement les dépendances qu'ils ont besoin. On aura un exemple concret juste après, mais et donc une des phrases clés pour moi par rapport au container, c'est vraiment on prend un programme, on l'exécute où on veut, peu importe qu'il soit, avec tout son set de dépendances, et en gros on les grille une fois et on le tourne où on veut. Donc concrètement, en fait, ici on a un fichier Dockerfile qui va, à partir d'une image de base avec Python 3.7, hein, ça sera à droite de l'écran bien sûr, qui tourne sur une image Alpine. Alpine, c'est simplement une image de Linux très compacte qui est très utilisée au niveau des containers. Et en fait, on va simplement ajouter le code source, ici c'est du Python, dans le Docker avec le copy ./app dans le répertoire /app. Ensuite, on va installer toutes les dépendances avec la commande run qui sont nécessaires à tourner l'application et on va exposer enfin le Docker sur le port 5000. Avec les commandes qu'on voit sur la gauche, on va construire le Docker. Donc, par exemple, le Docker build va chercher le fichier Dockerfile et c'est camel case, hein, donc il faut que le D soit en majuscule. Il va le lire et il va exécuter toutes les instructions qui sont dans ce document. Une fois qu'il les aura exécutées, il va créer une image Docker qu'on va pouvoir exécuter avec la commande Docker run. Simplement, on lui passe un nom, le python-app. On va le démoniser pour dire qu'il nous rend le prompt en fait, et on va écouter sur le port 80, donc le port HTTP, et on va attaquer le Docker sur le port 5000. Donc le 82.5000, c'est-à-dire qu'on écoute au niveau du host sur le port 80, 2.5000, c'est-à-dire qu'on attaque le Docker sur le port 5000. Et on lui donne un petit nom. Par exemple, la commande suivante, docker exec, va permettre à l'administrateur de pouvoir entrer dans le Docker comme s'il faisait un SSH sur un operating system de type Linux. Il va simplement rentrer sur le Docker, pouvoir consulter les fichiers, consulter les logs éventuellement, etc. Évidemment, il ne faut rien modifier là-dedans, parce que si si le Docker est redémarré, les données ne sont pas persistantes, et donc elles sont perdues, et donc il faut remettre... et donc quand le Docker va redémarrer, il n'aura plus l'état que vous avez modifié. Donc c'est pas intéressant de modifier à l'intérieur de Docker, ça permet simplement de consulter, de troubleshooter éventuellement des problèmes éventuels. Donc
Comme l'a dit Daniel en introduction, le problème, enfin pour moi, bien sûr c'est ma vision, mais le problème principal qu'ils résolvent, c'est quand le développeur envoie le code au système engineer en disant ouais voilà il faut mettre ça en production, etc. ou en acceptance ou en test, peu importe. Et en fait on se rend compte que ça ne marche pas sur l'environnement de destination, et alors que ça marchait bien sur le laptop du développeur, parce que le développeur va installer une librairie ou autre, etc. Donc ça fait partie des problèmes pour moi qui résolvent. Et donc grâce au conteneur, en fait, le développeur va se concentrer sur son code, le DevOps va, et en partenariat bien sûr avec le développeur, va créer l'image, enfin le fichier Dockerfile par exemple, et créer le container qui va pouvoir en fait déployer sur les plateformes. Et donc ça veut dire que la vie des opérations et des développeurs est beaucoup plus simple parce que le gros boulot est fait en amont, et après on prend cette image-là et on va la porter sur l'environnement de test, l'environnement d'acceptance et puis l'environnement de production, par exemple. Donc, bien sûr, ça apporte plein de nouvelles possibilités, donc on va les parcourir. Donc là, ici, sur la gauche, on a les applications de type monolithique, où on a toute l'application qui est hébergée sur un serveur, qui après peut accéder éventuellement à des databases. Donc, et alors là, si on veut, par exemple, scaler, donc ajouter de la performance, on va devoir ajouter un deuxième serveur, ajouter un load balancer devant, pour load balancer le trafic, etc. Mais ça veut dire qu'on va scaler toutes les parties du projet, donc l'UI, le business logic et le data access layer. Alors que, par exemple, peut-être que le business logic, la partie back-end, on va dire, n'a pas besoin d'être scalé. Il y a juste la partie front-end qui est importante à scaler. C'est quelque chose qui va être tout à fait possible dans la partie microservices, ici sur la droite. Donc là, les microservices, on va diviser l'application en différents microservices. Donc pour moi, à partir de là, un des gros avantages, c'est qu'on va après, les microservices vont communiquer entre eux à travers des REST API ou autres types de communication. On peut imaginer par exemple un serveur FTP et plein d'autres choses, mais en général, ça va être beaucoup de REST API. Et un des gros avantages également que je vois, ça va être le fait que chaque microservice va pouvoir être développé avec différents langages. Par exemple, si on a quelque chose de plus spécifique pour tout ce qui est machine learning, on va peut-être choisir du Python. Au niveau UI, on va mettre l'Angular et du Node.js. Et sur le back-end, on va mettre par exemple du Java. C'est des choses qu'on va pouvoir vraiment choisir par microservice et qui va rendre le développement beaucoup plus simple. Et on va pouvoir également répartir ces tâches un peu mieux par rapport aux développeurs. Donc au lieu de mettre à jour à gauche toute l'application d'un coup, on va pouvoir mettre à jour microservice par microservice. Ce qui signifie également que les déploiements des microservices est simplifié parce qu'on va se concentrer sur un seul microservice à la fois. Donc en termes de déploiement, de pipeline CI/CD et ce genre de choses. Donc la possibilité également par microservice d'avoir des versions de microservices qui tournent en parallèle. Donc, par exemple, on aura la version, la V1 du microservice X, et on aura la V2 du microservice X qui tourne également. Et en fait, l'UI, pour le moment, interroge toujours la V1, et quand l'UI est mis à jour, il va interroger la V2. Donc, ça permet de faire des mises à jour plus simples et faire des rollouts de déploiement nettement simplifiés. Donc, en termes d'avantages, j'en ai déjà parlé, mais c'est la portabilité des conteneurs. Ensuite, en fait, les gros avantages que moi je vois avec les containers, c'est qu'on va pouvoir avoir des plateformes qui se basent sur, entre autres, la technologie Kubernetes, qui va en fait nous permettre de scaler très facilement la partie hardware. Donc, on va pouvoir, enfin, ou virtuel, peu importe, mais donc on va avoir la possibilité d'avoir 3 serveurs physiques, par exemple, ou virtuels, qui répondent au même applicatif et qui permettent de faire tourner plusieurs pods à travers, plusieurs pods sur les différents serveurs Kubernetes.
Et donc ça, c'est vraiment la partie, on va pouvoir orchestrer en fait les applications sur plusieurs machines virtuelles, hardware, peu importe. On va pouvoir aussi dimensionner optimiser le dimensionnement par rapport aux applications. Donc ce que je disais tout à l'heure, avec le UI, on va simplement lui dire, le UI, il doit tourner sur 4 pods et ils vont tourner sur 3 serveurs, par exemple. On va pouvoir contrôler et optimiser les déploiements, ce que je disais tout précédemment. On va pouvoir permettre aux développeurs de prendre des décisions par microservice, et on va conserver aussi un historique des versions. Ça va nous faciliter la vie éventuellement en cas de rollback, si on veut revenir sur une version précise d'un des Docker qui serait en fait archivé, sera enregistré. Évidemment, ça amène des nouveaux challenges. Donc là, il faut s'assurer que la communication entre tous les microservices est bien réalisée. Quand ça tourne sur une seule plateforme de type OpenShift ou Kubernetes, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a parfois des policies, etc., qu'il faut mettre à jour. Mais on pourrait rencontrer éventuellement. Il faut s'assurer que, par exemple, tous les microservices puissent communiquer les uns avec les autres. Ça, c'est un fait de base. Donc les plans de test Gobo, évidemment, il faut prévoir des plans de test beaucoup plus pointilleux et qui vont en fait vraiment tester les nouvelles fonctionnalités, s'assurer que les features qui fonctionnaient avant fonctionnent toujours et ce genre de choses. Évidemment, le troubleshooting peut être un peu plus compliqué parce que quand on va avoir un problème sur une plateforme Kubernetes, ça peut être compliqué de retrouver les informations correctes, etc. Donc il faut simplement prendre la plateforme en main et avoir un peu les réflexes pour trouver où trouver les infos. Et alors en général, la bonne pratique, c'est utiliser un outil qui va nous permettre de corréler les logs de tous les microservices et s'assurer que quand on cherche une information, qu'on la trouve dans ces logs. Ici, la sécurité, c'est le maillon faible. En fait, ce que je veux dire par là, c'est simplement que le maillon faible pourrait exposer, par exemple, le cluster Kubernetes. Donc là, il faut être très vigilant au niveau de la sécurité. Par exemple, nous, chez NRB, on utilise beaucoup OpenShift. Et dans les trucs de base de OpenShift, la sécurité est vraiment très importante dans les concepts de base. Et donc, on va, par exemple, OpenShift va interdire de tourner des Docker en tant que root. Ce qui est très important, comme ça, si en donné il y a une brèche de sécurité, un hacker peut arriver sur un Docker et à partir de là, il est limité avec le contexte utilisateur qui tourne dans le Docker. Donc le déploiement, évidemment, les nouveaux CI/CD, les déploiements, on va, dans les nouveaux challenges, créer des déploiements CI/CD, parfois c'est un peu compliqué à prendre en main. Donc ça, il faut se faire aider, il faut travailler là-dessus, etc. Ça peut prendre un peu de temps. Mais alors une fois qu'on en a fait plusieurs, après ça devient très facile de réutiliser du code et de le réutiliser pour redéployer d'autres applications, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, évidemment, il y a le changement de mentalité qui est où on doit dire on doit accompagner nos employés, nos utilisateurs à utiliser ces nouvelles technologies. Donc maintenant, en pratique chez NRB, comment on fonctionne? Donc, évidemment, chez NRB, vu la gamme de clients que nous avons, on va le faire de façon enterprise. C'est-à-dire qu'on va tourner des serveurs soit Kubernetes ou OpenShift, mais de façon redondante. On va pouvoir optimiser les dimensionnements, on va automatiser les déploiements et on va faire un monitoring, par exemple typiquement avec du Prometheus, ce genre de choses. Alors l'offre, évidemment, de NRB, ça va être, on peut faire de l'architecture au niveau développement, on peut faire du DevOps avec le CI/CD, donc on peut accompagner les différents clients là-dessus. On peut évidemment accompagner le changement aussi, c'est très important dans les équipes, faire en sorte que les équipes fonctionnent un peu plus en mode agile, qu'elles fonctionnent moins en mode silo et ce genre de choses. Évidemment, chez NRB, il y a aussi ce que disait Pascal Laffineur en introduction, il y a 350 développeurs, donc ils sont là, ils sont présents, on peut les utiliser. Et dans les opérations, on se voit en fait comme un one-stop shop, donc là, ce qui signifie qu'on se voit vraiment en tant que vous venez chez nous, on vous fournit le service container as a service,
Et après, vos équipes, par exemple, de développeurs, vos équipes, peu importe, vos partenaires, etc., utilisent notre plateforme pour déployer des applications, par exemple sur OpenShift ou sur Kubernetes, etc. On va aussi avoir des solutions multi-cloud, hybrid cloud, et typiquement, on va se baser beaucoup sur la partie AWS et Azure, et IBM Cloud, bien sûr. On se veut technologie agnostique, donc on va toujours essayer de choisir la meilleure solution par rapport au développement. Bien sûr, on a des standards, donc on va essayer d'utiliser au plus nos standards, ce qui nous facilite la vie en termes d'opération et qui réduit les coûts, bien sûr. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on déploie en fait des plateformes OpenShift sur nos data centers on-prem, donc soit sur notre private cloud Next, mais ça, Michel Mans après vous fera une présentation détaillée là-dessus, et ou alors sur IBM Z. Nous avons également nous déployons également plutôt des solutions Kubernetes dans les public cloud avec Amazon EKS et Azure AKS. On utilise également IBM Cloud. On avait comme projet d'utiliser Google Cloud avec GKE. Pour le moment, c'est un peu mis dans le frigo, mais c'est quelque chose qu'on risque de reprendre très bientôt. Donc, la solution plateforme as a service avec OpenShift. Donc là, c'est vraiment ici, ça c'est la présentation des slides qu'on utilise beaucoup pour OpenShift, pour présenter un peu la solution OpenShift. Donc on voit ici en bas, c'est la couche Red Hat de base qui est utilisée. Ensuite, il y a une couche Kubernetes. Et puis après, il y a tous les services supplémentaires qui viennent avec OpenShift. Donc, pourquoi on a choisi OpenShift? Principalement parce que c'est ce qu'on appelle un Enterprise Kubernetes. On a du third party support, donc on peut s'appuyer en cas de problème. On peut téléphoner au support de Red Hat et demander de l'aide. De plus, OpenShift va essayer de simplifier la vie des développeurs et la vie des opérations. Et par exemple, pour les développeurs, ils vont venir avec des workflows, par exemple du source to image. Donc simplement, le développeur va dire, OK, je veux créer une nouvelle application à partir de ce GitHub, ou Git repository, peu importe. OpenShift va aller chercher le code, il va le rapatrier et il va essayer de construire la meilleure image Docker lui-même. Après, on peut lui préciser, bah tiens, c'est du PHP, c'est du Java, etc. Et il va essayer de le faire lui-même. En général, ça se passe très bien. De plus, et par rapport aux opérations, en fait, OpenShift met à disposition, entre autres à travers de l'Ansible, etc., facilite la vie des opérations. Par exemple, pour ajouter un worker dans un cluster. Donc, par exemple, si à un moment donné, on a un cluster avec 3 machines, on veut passer à 6 machines, cette partie-là est très simplifiée grâce à OpenShift. OpenShift vient également avec d'autres fonctionnalités, par exemple le registry directement intégré à OpenShift, donc on peut l'utiliser. Le registry, c'est où on va stocker les images Docker à l'intérieur du cluster OpenShift. Et par rapport aussi à la simplification des tâches au niveau des opérations, il y a la mise à jour qui est assez simplifiée. Donc là, c'est juste un bouton. Et après, il y a bien sûr tout un monitoring à faire pendant le déploiement. Mais on a déjà fait chez NRB plusieurs upgrades d'OpenShift et ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est une quote de Gartner, c'était en avril 2020, donc c'est il n'y a pas très longtemps, qui disait que d'ici 2023, plus de 70% des organisations dans le monde utiliseront au moins 3 applications containerisées ou plus en production. Nous, c'est aussi quelque chose qu'on voit chez nos clients, on a de plus en plus des partenaires de nos clients qui envoient simplement des Docker images en disant ben, voilà notre application, exécutez-la chez vous. Et vous pouvez la tourner. Et donc, on a des clients qui sont assez surpris de ce genre de démarche, mais on s'attend vraiment à une évolution de ce côté-là. Donc, en termes d'exemples concrets, chez NRB, on a travaillé sur un projet dans lequel, principalement, c'était le développement d'une application. D'une nouvelle application complète de A à Z. C'était une architecture full microservice. Et elle était event-driven avec Kafka. Donc, on utilisait Kafka pour tout ce qui était échange des messages, etc. Donc, les objectifs pour NRB, c'était de permettre aux développeurs de se concentrer sur leur développement
et fournir tout ce qui était CI/CD pour chaque microservice. Donc vraiment simplifier la vie des devs qui se concentrent uniquement sur leur boulot. Les solutions qu'on a apportées, bien sûr, c'était du OpenShift as a service. On a apporté la partie, la gestion des différents environnements, les tests, intégration, acceptance et production, avec ce qu'on voit dans le screenshot en haut à droite, c'est l'application qu'on a créée, qui est Homemade, qui nous permet de passer dans l'environnement de test, vers l'environnement d'intégration, vers l'environnement d'acceptance, et puis vers la production. On a créé bien sûr tout ce qui était pipeline, CI/CD, avec Tekton, et on a essayé de sécuriser les flux, enfin, on a sécurisé les flux avec du F5, du Web Application Firewall, donc c'est le module ASM au niveau F5, qui était décrypté sur le F5, qui repasse par le firewall Palo Alto, sur lequel on va pouvoir, vu que le flux est décrypté, on va pouvoir analyser toute la partie antivirus et faire éventuellement du sandboxing. Et alors imaginez qu'on bloque toutes les menaces au niveau du Palo Alto ou du F5. Et donc le flux qui arrive au niveau du cluster OpenShift, on s'attend à ce qu'il soit sain et sans danger pour l'application. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la présentation que j'ai faite? C'est la partie OpenShift en plateforme as a service chez NRB. Maintenant, on développe de plus en plus la consultance pour la partie CI/CD. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye d'aider nos clients sur cette partie-là. Et bien sûr, maintenant, la plupart des développements qu'on fait, on les pense à la base en microservices. Et on fait du refactoring d'anciennes applications en mode microservice. Et alors, what's next? Donc là, c'est un peu les pistes sur lesquelles on se veut réfléchir. On tourne déjà de list.io, par exemple, sur des clusters EKS, mais on réfléchit maintenant à faire tourner du service mesh sur de l'OpenShift. Donc ça fait partie des pistes qu'on doit investiguer. On n'a pas encore fait, on doit regarder. Et on doit aussi améliorer la sécurité. Par exemple, là, j'ai mis un seul point, mais il y en a plein. Mais c'est par exemple détecter la vulnérabilité des images au repos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va compiler un Docker, on va l'envoyer sur le registry. Cette image-là ne va plus être mise à jour, sauf quand on va la redéployer. Et donc, enfin, pas la redéployer, mais la reconstruire. Et donc là, elle va être réenvoyée avec la nouvelle version, avec un nouveau tag, vers le registry. Donc ça, c'est important que quand elle est scannée, quand elle est image at rest, que cette image-là soit scannée et qu'on vérifie qu'elle n'a pas de vulnérabilité connue. Par exemple, une vulnérabilité SSL qui serait dans une image d'il y a un an, qu'on n'a pas reconstruite entre-temps, qui n'est pas mise à jour, c'est dangereux, il ne faut pas l'exposer sur Internet. Donc voilà, maintenant, là, c'est le temps des questions. Je rends la parole à Daniel, qui va faire le modérateur. Oui, bonjour. Voilà, je suis de retour. Merci bien pour ton exposé. On est déjà arrivé au temps. Je me permets de poser une question. C'est quelqu'un qui a posé la question OpenShift. Est-il déployé sur Next ou directement sur les serveurs physiques? Aujourd'hui, il est déployé sur Next. Donc ça, je pense que Michel Mans reviendra dessus sur son exposé après. Mais donc, on a créé un bouton One-Click Deployment dans la plateforme Private Cloud, donc sur Next. Et donc là, en fait, le client, quand il arrive sur sa plateforme, il va avoir simplement un bouton, il va pouvoir demander un cluster OpenShift sur lequel il va après préciser, voilà, je veux 3 masters, 2 infranodes, 4 workers, 6 workers, peu importe. Aujourd'hui, on a limité ça à 40 parce qu'on n'a pas des clients qui vont au-delà. Donc, mais on pourrait très bien augmenter. Mais donc, voilà, c'est juste un one-click deployment sur Next et donc la solution se base bien sûr sur l'infrastructure Next. OK. En fait, on va se contenter avec cette seule question pour respecter vraiment le timing qui a été annoncé. En fait, je vais t'envoyer les autres questions que j'ai reçues, Simon, comme ça tu pourrais toujours donner ta réponse par mail. Et bien sûr, tous les spectateurs, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse marketing@nrb.be et on va assurer que ça arrive chez les bonnes personnes pour vous donner la réponse.